Bonjour à tous. Il y a quelques jours, un drame arrivé à Marseille a alerté la population et les maires sur le danger toujours bien présent d'édifices menaçant en ruine, avec son cortège de morts, de drames, d'émotions, d'inquiétudes. Cela pose quelques questions en droit public, en droit pénal. Et nombre de maires s'inquiètent de ce qu'ils doivent faire. Pour ces maires, une première question. Suis-je propriétaire des édifices qui menacent ruine, auquel cas il faut agir en tant que propriétaire déjà avant tout, et la responsabilité de la commune sera en premier rang. Mais le plus souvent, ce n'est pas dans cette hypothèse que l'on se trouve. On se trouve dans la même hypothèse qu'à Marseille, c'est-à-dire des édifices menacent ruine, et on se demande si la commune n'aurait pas dû agir au titre de ses pouvoirs de police. De quel pouvoir de police parlons-nous? Si un édifice menace ruine, en réalité, la mairie, le maire, au titre de ses pouvoirs propres de police, dispose de 3 séries d'outils principaux. Tout d'abord, le maire peut faire un périmètre de sécurité. Il n'utilise pas la police spécifique des édifices menaçant ruine, il fait un périmètre de sécurité spécifique qui est en général insuffisant, mais qui peut répondre parfois à des situations d'urgence, qui peut dans certains cas se révéler suffisant, notamment dans le monde rural désertifié, ou lorsque les édifices sont loin de la voie publique. C'est une première hypothèse. Et puis surtout, le maire peut mettre en œuvre les 2 polices des édifices menaçant ruine, EMR. Et là, il y a une alternative. Soit le maire va prendre un arrêté de péril simple. On va saisir le juge qui va désigner un expert, et l'expert va nous dire ce que le propriétaire doit faire comme travaux. Deuxième hypothèse, on dit que le péril est imminent. Et là, dans ces cas-là, la mairie va saisir le juge, ok, mais à ce moment-là, l'expert va désigner les travaux vraiment urgents, mais c'est la commune qui fera ces travaux urgents, à charge pour elle de répercuter, de se faire rembourser par le ou les propriétaires si on réussit à les trouver. Ces 2 derniers régimes sont ceux des édifices menaçant ruine. Une question qu'on nous pose souvent est: est-ce que ces régimes d'édifices menaçant ruine sont efficaces? Oui, non. Oui, non. Ils sont efficaces d'abord parce qu'il y a des résultats rapides, mesurables et en général suffisants. De ce point de vue-là, c'est efficace. C'est efficace aussi parce que parfois le simple lancement d'une procédure d'arrêté de péril simple peut suffire à faire bouger le propriétaire. En effet, juridiquement, ça remet le propriétaire ou les propriétaires face à leurs responsabilités, mais surtout, lorsque l'on a un immeuble qui est loué, on a une pression forte, car du jour où la procédure donne lieu à cet arrêté puis ces décisions de justice, le locataire a le droit de ne pas payer son loyer. Le simple présentation de cette menace peut parfois suffire à faire bouger des propriétaires récalcitrants qui géraient leurs biens comme des harpagons. Ceci dit, ce régime peut être aussi une catastrophe pour la commune, qui va se retrouver à réparer à ses frais en cas de péril imminent énormément de biens, alors que derrière, il n'y a pas de propriétaire identifié, que ce sont des copropriétés en déréliction, que ce sont des héritages qui ne réussissent pas à s'accélérer. Alors après, à partir de là, il y a une immense variété de situations. Il y a des communes, notamment celles où il y a une très forte pression foncière, qui font un arrêté de péril imminent, elles font tout le travail, et derrière, elles vont dire aux propriétaires ou aux héritiers qui se battent, écoutez, maintenant, de toute manière, vous me devez plein de sous, et éventuellement, même si je fais une expropriation pour un projet public, logement social par exemple ou autre, la commune peut s'y retrouver très bien. Et puis il y a d'autres territoires où on a énormément d'édifices qui menacent ruine, des communes désargentées, un territoire rural désertifié, et là pour le coup, la commune n'a juste pas les moyens et la possibilité ni d'engager tous ces travaux, ni derrière de s'y retrouver financièrement, même si les questions, par exemple, d'héritage finissent par être réglées. Donc, les solutions concrètes différeront considérablement d'un territoire à l'autre,
Et puis parfois on peut même utiliser d'autres pouvoirs de police, notamment un pouvoir de police spécifique propre aux cavités, adapté par exemple aux blocos. Donc, à voir au cas par cas et à apprécier subtilement, après en avoir discuté avec son avocat préféré. Très bien. Alors face à cette difficulté, certaines communes préfèrent laisser les choses aller. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé à Marseille, mais c'est ce qui se passe dans certaines communes en tout cas. Oui, sauf que du coup, quels sont les risques? Depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, certes la responsabilité pénale pour homicide ou blessure involontaire arrivera un petit peu moins souvent, un peu moins vite qu'avant. En cas d'un édifice qui s'effondre, la responsabilité de la commune ne sera pas toujours directement engagée, et surtout la responsabilité pénale ne sera engagée que si la commune, pour synthétiser, a bien une cause indirecte de l'effondrement de l'édifice. Ça sera souvent le cas malheureusement si la commune a négligé de s'intéresser à l'affaire, et si elle a commis une faute caractérisée. Ce qui veut dire aussi que parfois, des procédures intermédiaires suffiront. C'est important. Autre élément, il est possible d'utiliser d'autres régimes, notamment des régimes de résorption de l'habitat indigne, parfois ou d'autres procédures, notamment en matière de politique de la ville, pour réparer, consolider, accompagner des propriétaires, reconstituer des copropriétés, car il y a des procédures pour cela, permettant au total de travailler sur les difficultés sans entrer dans cette espèce d'arme atomique que sera l'arrêté de péril ou l'arrêté de péril imminent. D'ailleurs, ne vous lancez jamais, vous communes, dans des arrêtés de péril sans avoir fait quelques vérifications. Par exemple, si c'est un problème de glissement de terrain ou si la cause de la fragilité sur l'édifice est extérieure à l'édifice lui-même, c'est d'autres procédures qu'il faudra utiliser pour citer une difficulté parmi bien d'autres. Donc, des édifices menacent ruine, la pire des solutions, c'est de faire l'autruche. Mais il ne faut pas non plus se précipiter vers un arrêté de péril imminent. Il faut prendre quelques heures, sauf urgence majeure, quelques heures, pour vérifier un certain nombre de choses en droit et essayer de doser son action en fonction de sa responsabilité, en fonction des dangers, mais aussi surtout en fonction des possibilités concrètes qui vont varier d'un cas à l'autre. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de ces considérations juridiques, nous sommes face à des difficultés redoutables pour les habitants, pour les propriétaires des logements parfois, et l'émotion, le risque de mort ne doivent jamais être oubliés, car nous voyons parfois des dossiers humains n'être traités que sous des formes juridico-financières. C'est une erreur, et une erreur que vos électeurs et les médias vous feront payer très cher. Donc un traitement juridique calme du dossier, bien sûr, en n'oubliant jamais la réalité du risque humain et politico-médiatique qui existe aussi dans de tels dossiers. Donc, agir vite, mais la tête froide. Bon courage, à bientôt pour une nouvelle vidéo de notre cabinet. Au revoir.